Nous allons avoir un témoignage ce soir. Un témoignage dramatique. Puisque dans ce témoignage, nous aurons les propos de Ève. Ève, 42 ans, féministe convaincue, qui a pleuré. Oui, elle a pleuré après les propos d'un homme. D'un propos de l'homme, de son mari. Qui lui a demandé, après 6 mois de vie commune, où étaient rangés les nettoyants. Je suis d'accord avec vous. Tout cela est dramatique. Nous allons nous intéresser à Ève, qui est âgée de 42 ans et qui a pour occupation, en tout cas travail, dirons-nous, cadre dans la fonction publique. Elle vit plutôt dans une grande ville française. Et c'est une féministe. Alors, dans cet entretien qui a été donné à Mademoiselle, celle-ci répond à quelques questions choisies. Comment décririez-vous votre rapport au féminisme ? J'ai un rapport émotionnel, presque charnel même, au féminisme. Je vis intensément les injustices et les discriminations qui concernent les personnes de mon genre. Et chaque annonce de féminicide me touche beaucoup. Je ressens un sentiment d'urgence en ce moment, sans doute dû aux actualités sur le sujet en Iran, aux États-Unis et ici, en France. Bon. Elle ressent un caractère d'urgence, un sentiment d'urgence même, vu ce qui se passe aux États-Unis, en Iran et ici en France. C'est vrai que les féminicides, comme les francocides, mais les francocides ça n'existe pas, en tout cas c'est une reformulation, c'est un meurtre, un assassinat, le féminicide, on tue quelqu'un parce que c'est une femme. Ça serait ça en fait, quand tu tues une femme parce que c'est une femme. Curieux, mais bon, pourquoi pas. À quand remonte votre déclic féministe ? Je dirais que je me pense féministe depuis le lycée, mais que je le suis réellement depuis 5 ou 6 ans. Donc cette dame a 42 ans, elle est sortie du lycée donc vers, allez, on va dire 16-17 ans. Donc ça fait 20 ans, 20 bonnes années, sans que les notions de féminisme la touchent plus que ça, pour résumer. A posteriori, je dirais que le réel déclencheur a été de sortir d'une relation toxique avec mon premier mari, grâce à l'appui de mes amis, des femmes de ma famille, d'un grand élan de sororité. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bravo les filles. Donc après, est-ce qu'elle avait besoin de rester avec un homme qui l'avait installée dans une relation toxique ? Éventuellement même faire des envins avec lui, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle aurait des tendances masochistes ? C'est possible. Ensuite, il y a eu le mouvement MeToo, la BD d'Emma sur la charge mentale, les colleuses, tout cela a contribué à mon cheminement sur le chevet. Effectivement, donc elle s'est plainte de son mari dans MeToo, la BD d'Emma, je ne sais pas ce que c'est, la charge mentale, mais la charge mentale, évidemment, c'est vrai que les autres n'ont pas de charge mentale, il n'y a que les mères de famille qui ont des charges mentales, bien sûr. Ce n'est que très récemment que je me suis déclaré féministe auprès de mon mari, mes fils et mon beau-fils. Donc, comme qui dirait, elle est sortie du placard sur son féminisme, c'est ça ? En tout cas, vu comment c'est déclaré, c'est un petit peu ça. Mon mari a été surpris. Il imagine les féministes telles une horde de harpies haineuses et pas sous les traits d'une femme qui lutte au quotidien pour l'égalité. Ah bon ? Son mari est surprenant, hein ? Enfin, son mari a été surpris. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'un mari comme ça existe. Il imagine les féministes telles une horde de harpies haineuses et pas sous les traits d'une femme qui lutte au quotidien pour l'égalité. Bon, on va voir un petit peu à la fin de ce témoignage si on pourra toujours placer cette dame sous les traits d'une femme qui lutte au quotidien pour l'égalité ou pour une simple membre de ces féministes qui ne sont au final qu'une horde de harpies haineuses. Nous verrons bien.
En tout cas, elle n'aura pas eu besoin d'endoctriner ses adolescents puisqu'ils la soutiennent volontiers. Tout cela est beau. Grâce à mon déclic féministe, j'ai pris conscience que je m'étais toujours conformé à ce que la société attendait de moi. Je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants et j'étais une bonne gestionnaire de foyer tout en menant une vie professionnelle trépidante. Le tout en faisant très attention à mon apparence. Alors moi, ça me laisse rêveur, hein. Un fonctionnaire qui a une vie professionnelle trépidante. C'est intéressant, mais bon, pourquoi pas. Mon conjoint d'alors avait beaucoup d'exigences. Ça doit être celui-là qui l'a mis dans une situation, dans une relation toxique. Il avait beaucoup d'exigences sur mes choix vestimentaires. La tenue de la maison, mes sorties, il m'achetait des robes souvent et en nombre sans jamais me demander si elles me plaisaient. Il exigeait une maison propre et rangée à son retour du travail, malgré les 2 enfants, les chats que nous avions et mon job. Ses chemises devaient être propres et repassées le dimanche soir, par mes soins bien sûr. Si elle avait un bon travail, si son mari avait un bon travail, pourquoi n'avait-elle pas une aide ménagère qui pouvait pallier à tous ces petits à côté? Ménage, repassage, ça sert à ça aussi, de gagner de l'argent. Et puis, son mari lui offrait des robes, souvent. Elle avait pas une discussion avec lui. C'était une femme claquemurée chez elle, parce qu'à l'entendre, a priori, elle avait pas son mot à dire. Je suis un petit peu surpris quand même, mais bon. À un moment, il y a eu un point de rupture. Je ne voulais plus rentrer chez moi. Je pense que ce qui a joué, c'est de me rendre compte que j'étais plus libre au travail qu'à la maison. J'étais reconnu professionnellement. Je m'entendais très bien avec mes collègues. Oui, bon, t'as trompé ton mari. Ah, ça arrive. On va pas te jeter la pierre. Hein, le gland turgescent était plus intéressant au travail qu'à la maison. J'en conviens. Lui-même devait avoir une maîtresse. La garde alternée a été libératrice. Donc, il y a eu divorce et il y a eu garde alternée. J'ai pu me recentrer sur ce que je voulais vraiment, ce que j'aimais vraiment. Donc, ces enfants, elle les aime pas ? Ça fait plaisir. J'étais intellectuellement disponible pour lire sur le féminisme via les réseaux sociaux principalement. Donc, grâce à la garde alternée, elle prend et elle a du temps nouvellement pour elle. Et son truc, au lieu, je sais pas, de sortir, d'aller dans des expos et tout ça, c'est de s'enrichir intellectuellement en lisant sur le féminisme et principalement via les réseaux sociaux. Et ben dis donc, elle a dû être contente pendant le Covid, elle a eu tout à loisir, le temps de lire. Ce qui est paradoxal, c'est que petite, je m'identifiais à la sœur aînée de ma mère, célibataire, sans enfant, militante, avec une vie sociale plutôt très développée. Je voulais la même liberté, aller au théâtre avec mes copines. Cela fait rire mes proches aujourd'hui. Ils aiment me rappeler que je ne voulais pas me marier et que je me suis marié 2 fois. Après, si tu as une tête de linotte et que tu sais pas prendre de décision, tu n'en es que la seule fautive. Comment le féminisme infuse-t-il votre vie aujourd'hui? Depuis ce déclic, c'est un prisme permanent. Le féminisme est très présent dans ma vie personnelle. Par exemple, la question de la répartition des tâches au sein du couple et de la famille est un sujet de dispute fréquent. Je ne veux pas que tout se repose sur moi, seule femme à la maisonnée. Cela rentre aussi en ligne de compte dans l'éducation de mon beau-fils adolescent qui a trop souvent le réflexe de venir me chercher pour tout ce qui a trait au domestique. Quand nous avons décidé d'aménager ensemble avec mon second mari, il me paraissait évident que l'égalité serait de mise. Disons que je dirais que si vous êtes mariés, c'était un petit peu normal que vous aménagiez ensemble, ceci étant dit. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je me souviens d'un jour où, au bout de 6 mois de vie commune, quand il m'a demandé où étaient rangés les produits pour nettoyer les toilettes, j'ai pleuré. Elle a pleuré, d'où le titre que vous voyez ici. Non seulement il n'avait pas fait le ménage depuis 6 mois dans les toilettes, et elle ne s'en est pas rendu compte, bigre,
Mais en plus, il ne s'était même pas préoccupé d'où étaient rangés les produits. Cela a occasionné des ajustements, comme faire appel à une agence pour des interventions de ménage ou de convenir d'une répartition des tâches. Lui le linge, repassage compris, et moi les courses ainsi que les repas. Ce n'est pas tout à fait égalitaire, mais ça a le mérite d'être assez simple. Mon mari et moi occupons des postes à responsabilité équivalents et touchons des salaires similaires. Pour autant, il est plus difficile pour lui que pour moi de faire passer la gestion du foyer avant son travail ou ses loisirs, comme si c'était génétique. Alors qu'absolument pas. Je lutte contre ces tendances. Lutte, ma fille, lutte, continue, c'est bien. Mais je sais pas, en fait, si les hommes nous ce pays qu'à vivre sans les hommes, qu'elle se contente de se faire saillir quand elle en a envie, que ça la gratouille, elle peut très bien les côtoyer sans vivre avec eux. Hein? Je sais pas, moi, je comprends pas. Je veux donner l'exemple en tant que femme, montrer que mon temps de loisir et mon épanouissement sont tout aussi importants que ceux des autres membres de la famille. Est-ce que c'est vraiment sûr ça? Je sais pas, quand je la lis, j'ai un doute. Par exemple, je n'hésite pas à dire que je préfère lire un bouquin de sociaux ou aller à une expo plutôt que de préparer les repas. Mais on en a rien à foutre de ce que tu préfères. Tu l'as dit toi-même, ton boulot dans le couple, ta partie à toi, c'est de faire la bouffe. Donc tu fermes ton claque-merde et puis tu fais la bouffe et t'arrêtes de nous emmerder. Ah ben je sais pas moi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, elle dit qu'elle préfère lire un bouquin de sociaux. Eh ben dis donc. Et aller à une expo. Eh ben dis donc. Et elle nous dit aussi qu'elle a repris des études pour faire de la recherche en sociologie de l'éducation. Eh ben bien sûr. Ah là 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 là. Je le revendique haut et fort, je prends le temps qu'il faut. Il est certain que la garde alternée y contribue grandement. Tu m'étonnes. Ce qui aurait contribué encore plus, c'est que t'es pas de gamin du tout. Dans ma vie professionnelle, mon féminisme infuse en permanence, que ce soit dans la gestion des personnels, dans les pratiques que j'évalue, dans mes relations avec mes collègues. Alors, a priori, elle a un poste à responsabilité, elle est cadre, et son féminisme infuse dans sa gestion des personnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce qu'elle favorise les femmes qu'elle a sous ses ordres au détriment du personnel masculin? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Cela fait partie intégrante de l'égalité des chances et j'y travaille au quotidien. Allez, au service des RH? Oui, non, oui, déjà, je m'interroge, mais non, en quoi ça te concerne, Simone? Bah, Ève, excusez-moi, c'est Ève. J'aide les autres à identifier ce qui relève de la construction sociale pour les inviter à y réfléchir. Mais de quel droit tu t'invites dans le cerveau des gens? Et qu'est-ce que tu veux les aider à identifier ce qui relève de la construction sociale? Elle lit trop de sociaux, Ève, elle lit trop de sociaux. Concernant mes convictions politiques, c'est un sujet sensible. Il y a des femmes inspirantes pour moi. Alors là, c'est intéressant. Comme Clémentine Autain, une femme qui a décidé de s'en les dire pour pouvoir vivre dans un monde d'hommes. Clémentine Autain, c'est une très très belle femme qui a fait le choix de sacrifier son corps et sa vie pour son métier. Parce que le fait d'être une femme trop belle, trop sexy, etc. Donc son féminisme a eu des conséquences. Après, c'est un choix. Et peut-être c'était le seul choix envisageable pour elle. Alors il y a Sophie Binet. Ah ouais, alors Sophie Binet, si je ne me trompe pas, c'est la meuf de la CGT, la nouvelle présidente de la CGT. C'est ça, non? Et Sandrine Rousseau. Eh ben dis donc, alors ça c'est des femmes inspirantes. Eh ben dis donc. Alors, du EELV, de la CGT, donc de la LFI. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Je suis particulièrement affligé par la mise en cause de membres du gouvernement dans des affaires de violences sexistes et sexuelles. Ben moi,
Je suis affligé par la mise en cause des membres du gouvernement dans toute affaire judiciaire. Globalement, les affaires de violence sexuelle en font partie, bien évidemment, mais ça ne s'arrête pas là. Elle nous dit aussi, l'affaire Katanas m'a profondément ébranlé. Ah bah, imagine seulement la femme de Katanas, hein, quand elle s'est pris la grosse baffe de bûcheron dans la gueule, comment elle a été ébranlée, hein. Comment se sentir en sécurité quand on est femme dans ces conditions? Je suis le compte Instagram de nous toutes sur ces sujets. Eh ben, dis donc. Avez-vous laissé de côté certaines habitudes, défait certaines croyances ou posé de nouvelles limites? Oh oui! Oh oui! Plusieurs. D'abord, nous avons revu la répartition des tâches au sein du couple et de la famille. Je milite à ce sujet au quotidien, quitte à gonfler tout le monde. Eh ben, Amalane est une sacrée gonfleuse, effectivement. Récemment, j'ai écouté Ilana Wesman dans le podcast La Matrescence sur le couple hétérosexuel et j'ai pris conscience qu'en quelque sorte, j'en voulais à mon compagnon de ne pas réaliser ou admettre sa position de privilégié et du coup de ne pas suffisamment me soutenir dans ce combat. Bah, c'est ton combat, c'est pas le sien, hein. On en a un peu parlé, mais c'est compliqué pour lui de changer de fonctionnement, surtout en étant inconscient de certains schémas. Oui, et puis elle veut transformer son mec en quelque chose d'autre. Je fais aussi avec, car je tiens à mon couple et à notre histoire. Donc, parce que elle est tombée amoureuse d'un homme tel qu'il est. Donc, en fait, le transformer, c'est aussi c'est une maîtrise. Si elle arrive à le transformer, elle va le mépriser. Et si elle le méprise, elle va le quitter. Donc je m'accommode, et puis je ne peux pas faire porter à un seul homme des siècles de patriarcat. Bah, sans risquer de te prendre des mandales comme Canada s'en a donné à sa femme, il y a des chances. Mais bon, après, tous les hommes ne sont pas des tortionnaires. Mon rapport à mon corps a aussi changé. Je me suis rendu compte que j'étais conditionné pour me rendre désirable. Oh, bah c'est quand même agréable d'être désirable, non? Non? Depuis, c'est bon. Ce qui arrange bien, c'est que tu as 42 balais, donc tu commences à être blette. Donc c'est bien que tu commences à te dire que ça devient moins important de te rendre désirable. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas devenir de moins en moins désirable. En fait, elle est dans une autoprotection de son mental. Depuis cette prise de conscience, plutôt lente d'ailleurs, bah elle est pas très finaude, hein, je me sens comme délesté d'un poids. Elle s'est sentie délestée d'un poids en prenant un peu, je pense. Fini les chaussures qui font mal aux pieds et les vêtements pas confortables sur lesquels on doit tirer. Je privilégie des vêtements agréables à porter qui me plaisent à moi et qui renvoient l'image qui me convient. Une pâte à pouf? Je ne crois pas en être moins séduisante. Ah, ça c'est ce que tu crois. Ce changement, ou alors c'est que tu étais très bête avant de t'imposer ces choses. Ce qui est encore pire. Ce changement a d'ailleurs assaini mes relations avec les collègues masculins. Ah bah oui, ils ont plus envie de te baiser, peut-être. C'est bien. Je me sens leur égal et aucunement en position d'avoir un pouvoir de séduction sur eux ou d'attendre de leur plaire. Ah bah oui. Le rapport au consentement est un gros changement aussi. Ça a été une prise de conscience brutale après MeToo. Alors que j'accompagnais des jeunes à un forum de sensibilisation aux violences intrafamiliales, j'ai assisté à une séance de théâtre forum sur le consentement. Déjà, il y a comme un cheminement. La meuf, elle lit de la socio, elle participe pour accompagner des groupes de jeunes au forum de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Elle est bien matrixée déjà, la petite dame. Là, un dialogue entre les acteurs a été déclencheur pour moi. Le bon moment, c'est quand on en a envie tous les deux. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu accès à cette éducation à 13 ans, comme les jeunes filles présentes dans la salle. Cela a vraiment fait évaluer la manière dont j'appréhende mes envies et mon désir. Je le perçois aujourd'hui comme étant aussi important que celui de mon partenaire. Je trouve que cela ouvre des espaces de discussion au sein du couple. Eh bien dis donc. Et enfin, le dernier point, c'est celui de la sororité. Arrêtons de nous tirer dans les pattes entre femmes, c'est déjà bien assez compliqué. Bah là, oh bah là, c'est raté, hein. Là, c'est un rêve. Les femmes se tireront toujours dans les pattes. Je m'interdis tout jugement sur les autres femmes et je reste vigilante vis-à-vis des remarques qui peuvent me venir à l'esprit, issues de constructions sociales, comme par exemple de suggérer qu'une collègue
un poste grâce à son physique. Ah, bien sûr, Ève, bien sûr. Et toi, ton poste, tu l'as pas eu à ton physique? Hein? Évoluez-vous aujourd'hui dans des cercles féministes? Oh bah, moi, je peux vous dire que oui. Hein. Du côté de mes amis, on parle beaucoup de ce sujet, même si nos avis divergent. Et divergent, c'est déjà beaucoup. Je suis entouré de nombreuses personnes sensibles à la cause par leur métier et leur vécu. Je suis la seule aussi informée et concernée, donc je diffuse, je prête des livres, je partage des publications. Pour ma famille, je pense que je suis un peu une militante extrémiste. Mon mari m'observe un peu déconcerté. Au travail, c'est une autre histoire. Mon métier me permet difficilement d'être vue comme militante. Et j'ignore si j'aurai l'énergie de faire plus. J'ai d'ailleurs récemment dit à ma famille que j'aurais aimé être colleuse quand j'étais lycéenne. Lire les messages m'apporte une forme de réconfort. Avez-vous l'impression d'être arrivé au bout de votre réveil féministe? Non! Le féminisme se construit et suit l'évolution de la société. Il y a de nouvelles luttes possibles et de nouveaux sujets de réflexion qui émergent tous les jours. J'avance au fur et à mesure. Le livre Réinventer l'amour de Mona Chollet m'a permis de mieux comprendre et analyser ce qui s'était passé dans mon premier mariage, pourquoi je m'étais laissé séduire par un manipulateur et pourquoi j'avais du mal à me défaire de cet idéal masculin un peu Han Solo, pas sympa finalement avec Leia, et de cet idéal du couple. Bah oui, mais Han Solo, il l'a fait monter au plafond, la Leia. Il la traîne par devant, par derrière, et elle leur demande la cochonne. Eh oui. Elle se sent en sécurité avec lui. Mon regard sur certaines situations évolue aussi. Lors de mon divorce, j'ai eu l'impression d'abandonner de l'argent à mon premier mari. Oh, elle a abandonné de l'argent à son premier mari? À l'époque, c'était pour mettre un terme à tout ça et me débarrasser de lui. Le pauvre, j'avais osé le quitter. Mais aujourd'hui, je le vois comme le symbole de mon pouvoir, de mon indépendance en tant que femme. Bah, lui aussi, il a vu ton pouvoir quand tu lui as donné des sous. C'est bien, faut partager. Oui, il ne m'a rien laissé. Oui, j'ai galéré au départ. Oui, j'ai dû accepter de l'aide. Mais ensuite, je me suis brillamment sorti et ma carrière est prometteuse. Je peux fièrement me dire que je lui ai laissé de l'argent. Bah, tant mieux. Je garde aussi quelques contradictions assumées. Par exemple, je n'arriverai pas à ne pas m'épiler. Je suis admiratif des femmes qui assument leurs poils. Mais moi, je n'y parviens pas. J'en fais aussi beaucoup plus que mon ex-conjoint pour les enfants. Mais tant pis. Je ne compte pas les punir, tant pis si je me farcis l'orthodontie, les trajets au sport et les courses de fourniture. Mes garçons s'y retrouvent et c'est ce qui importe. Bah oui, les hommes font ça parce qu'ils se doutent bien que vous n'allez pas les laisser, les pauvres chéris. Ah mais c'était intéressant, hein, c'était intéressant. Ah non, mais moi je dis, Ève, 42 ans, quand il m'a demandé où était le nettoyant après 6 mois de vie commune, j'ai pleuré. Elle a pleuré, la gourgandine. Oh, c'est triste. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez apprécié cette petite lecture, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour tout ce que ça implique. N'hésitez pas. Si vous aimez bien ce que je fais et que vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a plu et qui, je l'espère, vous plaira aussi. Ah, que du bonheur. Ah bon, allez, on y va.